dans les archives poussiéreuses du diocèse de Pécs, une lettre datée du 15 octobre 1829 porte encore les traces d'une encre tremblante. Le père Gábor Kovács y consigne ce qu'il nomme une abomination contre l'ordre naturel des choses. Sa main hésite sur chaque mot comme si l'écriture elle-même pouvait contaminer son âme. Il parle de 2 enfants, des jumeaux nés dans le village de Szarvölgyi, un hameau si reculé dans les collines de Baranya, qu'aucune route pavée n'y menait encore. Ces enfants, écrit-il, dormaient dans des cercueils de bois brut depuis leur naissance, et chaque matin ils s'éveillaient en souriant. Le village de Szarvölgyi comptait alors 43 âmes, toutes liées par des liens de sang ou de mariage remontant à plusieurs générations. Les hivers y duraient 6 mois. Les étés étaient brefs et humides, et la terre donnait juste assez pour survivre. Les habitants vivaient selon des traditions que même leurs grands-parents n'auraient su expliquer, des coutumes héritées d'époques où la chrétienté se mélangeait encore aux anciens cultes. Dans ce lieu oublié du monde, Margit Török donna naissance à des jumeaux par une nuit de novembre 1827, alors que le vent hurlait à travers les cheminées. Comme l'âme d'un damné, la sage-femme Erzsébet Varga, une vieille femme aux mains noueuses qui avait mis au monde 3 générations d'enfants, faillit s'enfuir lorsqu'elle vit les nouveau-nés. Les jumeaux étaient parfaitement formés, roses et vigoureux, mais leurs yeux restaient ouverts dans l'obscurité, la plus complète, fixant un point invisible au-delà du plafond de torchis. Ils ne pleuraient jamais, ne réclamaient le sein que lorsqu'on le leur présentait, et dormaient d'un sommeil si profond que même les bruits les plus forts ne les réveillaient pas. Margit, épuisée par un accouchement difficile, remarqua d'abord leur sourire. Dès le 3e jour, les enfants souriaient en permanence, un sourire léger et constant, qui ne quittait jamais leurs lèvres même dans leur sommeil. Ce n'était pas le rictus involontaire des nouveau-nés, mais quelque chose de plus troublant, comme s'ils connaissaient un secret que le monde ignorait. Erzsébet murmura des prières en hongrois et en une langue plus ancienne que personne ne comprenait plus, puis elle conseilla à Margit une pratique qui glacera le sang de quiconque lira ces lignes. Les cercueils furent commandés au menuisier du village, János Fehér, un homme taciturne qui travaillait le bois depuis l'âge de 12 ans. Il construisait habituellement les berceaux et les cercueils selon les besoins sans poser de questions, mais cette commande le troubla profondément. Margit lui demanda 2 cercueils de la taille, d'enfants nouveau-nés avec des couvercles amovibles et des trous d'aération percés dans le fond. János obéit, mais ses mains tremblaient en assemblant les planches de sapin. Il grava sur chaque cercueil une croix simple, puis des symboles plus anciens que sa propre grand-mère lui avait enseignés dans l'enfance, des marques destinées à protéger ceux qui dormaient à l'intérieur. Lorsqu'il livra les cercueils, il refusa le paiement et partit sans un mot, ne revenant plus jamais chez les Török. Les jumeaux baptisés, Péter et Pál par le père Kovács, lors d'une cérémonie hâtive, furent installés dans leur lit de bois dès leurs 2 semaines de vie. Margit garnit l'intérieur de linge doux et de paille fraîche, créant des berceaux confortables dans ce qui aurait dû être leur dernière demeure. Les enfants semblèrent immédiatement apaisés par ces nouvelles couches, leur sommeil devint plus profond encore, et leurs sourires s'épanouirent davantage. Chaque matin, Margit soulevait les couvercles et trouvait ses fils éveillés, fixant le bois au-dessus de leur tête, avec une attention troublante comme s'ils lisaient des mots gravés dans les veines du sapin. Ils ne pleuraient toujours pas, ne manifestaient aucun signe d'inconfort et grandissaient avec une vigueur exceptionnelle. Au bout de 3 mois, les villageois commencèrent à murmurer. Les femmes détournaient le regard lorsque Margit sortait ses enfants
pour les nourrir au soleil toujours installés dans leur cercueil portable. Les hommes évitaient de croiser la famille sur les sentiers et les enfants du village s'enfuyaient dès qu'ils apercevaient les jumeaux souriants. Le père Kovacs rendait visite à la famille, chaque semaine bénissant les enfants avec une eau bénite, qu'il renouvelait constamment comme si elle perdait son pouvoir au contact des nouveau-nés. Dans ses notes personnelles retrouvées après sa mort en 1847, il décrit l'étrange impression que lui donnaient Peter et Paul. Il semblait le regarder avec une intelligence adulte, comprenant ses prières latines et réagissant à ses bénédictions par des sourires encore plus larges. Il écrit « Ces enfants portent en eux quelque chose qui n'appartient pas à notre monde, mais je ne saurais dire si c'est une grâce ou une malédiction. Ils souriaient tous dans leur sommeil et refusèrent de s'expliquer sur leur comportement, affirmant simplement qu'ils avaient entendu l'appel et qu'ils devaient préparer les lits pour les enfants qui attendent. » Le professeur Hartmann et son équipe furent rapatriés à Vienne sous surveillance médicale, mais ils conservèrent des séquelles durables de leur expérience. Ils développèrent tous une obsession pour les berceuses traditionnelles de diverses cultures européennes, passant leur journée à en chercher de nouvelles variantes dans les archives folkloriques. Ils souriaient constamment, même pendant les examens médicaux les plus douloureux, et plusieurs furent surpris à creuser des trous dans les jardins de l'hôpital psychiatrique où ils avaient été internés. Le plus troublant fut que leurs recherches musicales révélèrent des similitudes frappantes entre les berceuses de différentes régions d'Europe, comme si une mélodie commune se transmettait secrètement à travers les siècles véhiculant des messages codés que seuls certains enfants pouvaient déchiffrer. Hartmann lui-même, dans ses derniers écrits cohérents, suggéra que les berceuses n'étaient pas des inventions humaines, mais des fragments d'une langue plus ancienne, parlée par des êtres qui existaient avant la séparation définitive entre le monde des vivants et celui des morts. L'affaire Szarvölgyi fut officiellement close en 1900, quand les derniers témoins directs des événements originaux furent déclarés morts ou disparus. Les archives concernant le village furent scellées dans les caves du ministère de l'Intérieur austro-hongrois, avec interdiction de les consulter sans autorisation spéciale. Cette mesure d'étouffement semblait avoir réussi et pendant plusieurs décennies, l'histoire des jumeaux qui dormaient dans des cercueils sembla sombrer dans l'oubli complet. Mais les archivistes qui eurent accès à ces documents notèrent une particularité troublante. Les dossiers continuaient à s'enrichir spontanément de nouveaux témoignages de lettres et de rapports qui apparaissaient dans les cartons scellés, sans qu'aucun fonctionnaire ne les y ait placés. Ces documents supplémentaires décrivaient des événements similaires survenus dans diverses parties de l'Europe, suggérant que le phénomène de Szarvölgyi n'était pas un cas isolé, mais la manifestation locale d'un processus plus vaste et plus ancien. Les bouleversements du XXe siècle firent définitivement disparaître les dernières traces officielles de l'affaire. Szarvölgyi. Les archives austro-hongroises furent dispersées, après 1918. Les nouvelles frontières séparèrent les témoins survivants, et les guerres mondiales achevèrent d'effacer la mémoire collective de ces événements ruraux du siècle précédent. Pourtant, dans les villages reculés des anciens territoires de l'Empire, certaines traditions persistèrent de manière souterraine. Des grandes-mères continuèrent à chanter des berceuses dans des langues oubliées. Des familles conservèrent des objets en bois gravés de sourires inexpliqués, et parfois très rarement des enfants naissaient encore avec cette étrange propension à sourire constamment et à préférer le contact de la terre froide à la chaleur des berceaux traditionnels. Ces cas isolés ne faisaient plus l'objet d'enquêtes officielles, mais ils alimentaient encore les murmures des communautés rurales, perpétuant la mémoire troublante des jumeaux qui avaient appris au monde que certains enfants n'appartiennent pas vraiment au royaume des vivants. Aujourd'hui,
Le site de l'ancien Szarvölgyi fait partie d'une réserve naturelle hongroise protégée par des lois environnementales qui interdisent toute construction ou excavation dans la région. Les touristes qui s'y aventurent parfois ne trouvent qu'une colline boisée, semblable à tant d'autres, sans aucun indice visible des drames qui s'y sont déroulés au 19e siècle. Mais les gardes forestiers de la région rapportent encore de temps à autre des phénomènes étranges, des rires d'enfants entendus par les nuits sans vent, des sourires découverts gravés dans l'écorce des arbres centenaires, et parfois lors des travaux de maintenance des fosses rectangulaires, parfaitement creusées, qui apparaissent spontanément dans les clairières comme si la terre elle-même gardait la mémoire des anciens rituels et continuait à préparer des lits pour des visiteurs qui ne viendraient peut-être jamais. Dans les archives départementales de Pécs, un carton porte encore l'étiquette « Szarvölgyafer » classé, mais les employés évitent de l'ouvrir car ils ont remarqué que les documents qu'il contient sourient parfois quand on les regarde trop longtemps. L'hiver 1628 fut particulièrement rude et plusieurs familles du village perdirent des enfants à cause du froid et de la maladie. Une épidémie de fièvre scarlatine emporta 5 petits en l'espace d'un mois. Mais les jumeaux Török restèrent parfaitement sains dans leur cercueil. Margit les sortait chaque jour pour les nourrir et les laver, puis les remettait dans leur lit de bois où ils s'endormaient instantanément. Leur sourire ne faiblissait jamais même quand ils avaient faim ou soif. Ils grandirent normalement babillant dans leur propre langage, un mélange de sons qui ressemblait parfois au hongrois, parfois à quelque chose de plus ancien. Leurs premiers mots furent identiques prononcés le même jour, Alom et Alal, sommeil et mort. Margit ne comprit pas immédiatement ce qu'ils avaient dit, mais Erzsébet présente. Ce jour-là devint blême et quitta la maison sans explication. Au printemps 1829, les cercueils devinrent trop petits et János Feher dut en construire de nouveaux plus grands. Cette fois, il exigea un paiement double et travailla uniquement la nuit, loin des regards curieux. Il grava les mêmes symboles protecteurs, mais ajouta des prières chrétiennes qu'il avait apprises par cœur lorsqu'il apporta les nouveaux cercueils. Les jumeaux, alors âgés de 18 mois, se mirent à pleurer pour la première fois de leur existence. Ils pleurèrent pendant 3 jours et 3 nuits, des larmes silencieuses qui coulaient sans interruption, jusqu'à ce que Margit les installe dans leur nouveau lit. Immédiatement, ils cessèrent de pleurer et sourirent à nouveau, comme si rien ne s'était passé. János Feher mourut dans la semaine qui suivit trouvé mort dans son atelier, un sourire étrange aux lèvres et les yeux grands ouverts fixés vers le plafond. Les registres paroissiaux du père Kovács deviennent plus détaillés à partir de l'été 1829. Ils documentent chaque visite chez les Török, notant les progrès troublants des enfants. Péter et Pál apprenaient à parler avec une rapidité inhabituelle, mais ils ne prononçaient que des mots liés au sommeil, à la mort, et à des concepts que des enfants de leur âge n'auraient pas dû connaître. Ils parlaient de gens décédés depuis longtemps, décrivant avec précision des détails de leur apparence, que seuls les plus anciens du village pouvaient confirmer. Ils récitaient parfois des prières dans des langues mortes, et leur jeu consistait à faire semblant d'être morts, s'allongeant parfaitement immobiles dans leur cercueil avec leurs sourires éternels. Le prêtre nota également que les animaux évitaient la maison des Török. Les chiens aboyaient à distance, les chats s'enfuyaient, et même les oiseaux semblaient contourner la propriété dans leur vol. Margit commençait à montrer les signes d'une fatigue profonde. Son mari, István Török, était parti chercher du travail dans les mines de charbon près de Pécs au début de l'hiver et n'était jamais revenu. Certains disaient qu'il avait été écrasé dans un éboulement, d'autres qu'il avait simplement fui en apprenant ce qui se passait chez lui.
Margit devait donc élever seule ses enfants extraordinaires, et le poids de cette responsabilité se lisait sur son visage creusé et ses mains tremblantes. Elle dormait peu, passant ses nuits à surveiller les cercueils, craignant tantôt que ses fils ne respirent plus, tantôt qu'ils ne disparaissent. Elle développa l'habitude de murmurer des berceuses hongroises anciennes des chansons que sa grand-mère lui avait apprises et qui parlaient de la frontière ténue entre le monde des vivants et celui des morts. Les jumeaux écoutaient ces chansons avec une attention particulière, leur sourire s'élargissant à chaque refrain. Le 12 septembre 1829, un événement marqua définitivement l'histoire de Sarvölg. Le docteur Ferenc Molnár, médecin itinérant qui visitait les villages reculés, une fois par saison arriva pour ses consultations habituelles. Il avait entendu parler des jumeaux étranges et demanda à les examiner. Margit accepta, espérant qu'un homme de science pourrait expliquer la nature particulière de ses enfants. Le docteur Molnár examina longuement Peter et Paul, prenant leur pouls, écoutant leur respiration, observant leurs réflexes. Dans son carnet médical conservé aujourd'hui dans les archives de l'Université de Pest, il décrit des découvertes troublantes. Les enfants présentaient tous les signes d'une santé parfaite, mais leur température corporelle était constamment inférieure à la normale. Leurs pupilles ne réagissaient pas à la lumière, et leurs pouls battaient selon un rythme qu'ils n'avaient jamais observé chez un être humain. Plus étrange encore, ils semblaient anticiper ses gestes, souriant plus largement avant qu'ils ne les touchent comme s'ils savaient exactement ce qu'il allait faire. Le docteur Molnár passa la nuit chez les Török pour observer les enfants durant leur sommeil. Ce qu'il vit cette nuit-là le marqua profondément, et ses notes deviennent presque illisibles, tremblantes et désordonnées. Il écrit que les jumeaux dormaient dans leur cercueil avec une immobilité absolue, ne bougeant pas même pour respirer pendant de longs moments. Leur sourire persistait, mais semblait s'intensifier dans l'obscurité comme nourris par les ténèbres. Vers minuit, ils commencèrent à parler dans leur sommeil, mais pas dans leur langage habituel. Ils récitaient des passages entiers en latin ecclésiastique, des fragments de messe pour les morts, que même le père Kovács ne connaissait pas par cœur. Le docteur nota également qu'une odeur étrange émanait des cercueils, non pas l'odeur de la mort ou de la décomposition, mais quelque chose de plus subtil, comme l'odeur de la terre fraîchement retournée, mélangée à l'encens froid. Au petit matin, le docteur Molnár s'enfuit, sans prendre congé, abandonnant même sa trousse médicale. Il fut retrouvé 3 jours plus tard dans une auberge de Pécs, ivre-mort et murmurant des prières incohérentes. Il refusa catégoriquement de retourner à Sarvölgi et quitta la région dès qu'il put tenir debout. Dans ses dernières notes sur cette affaire datée de plusieurs mois après sa visite, il écrit ces mots troublants. « J'ai vu des enfants dormir dans des cercueils, mais je crains d'avoir aussi vu des cercueils rêver à travers des enfants. Il existe des frontières que la médecine ne doit pas franchir, et j'ai eu l'imprudence de regarder trop longtemps dans l'abîme qui sépare la vie de la mort. Ces enfants ne sont ni morts ni vivants au sens où nous l'entendons. Ils sont autre chose. Quelque chose. Pourquoi nous n'avons pas de mots? L'automne 1829 apporta les premières neiges précoces et une atmosphère de plus en plus tendue dans le village. Les parents interdisaient à leurs enfants de jouer près de la maison des Török, et les femmes évitaient de passer devant la propriété lorsqu'elles allaient puiser l'eau au puits. Margit se trouvait de plus en plus isolée, ne recevant la visite que du père Kovács et d'Erzsébet, qui continuait à aider malgré sa peur visible. Les jumeaux, maintenant âgés de près de 2 ans, avaient développé des habitudes encore plus troublantes. Ils refusaient de sortir de leur cercueil pendant la journée.
ne se levant que pour manger et se soulager, puis retournant immédiatement dans leur lit de bois. Leur sourire était devenu leur unique expression, ne disparaissant même pas quand ils pleuraient. Les rares fois où cela leur arrivait. Ils pleuraient en souriant, mangeaient en souriant, et même quand ils dormaient, leurs lèvres gardaient cette courbe troublante qui ne semblait plus appartenir à l'enfance. Les premiers signes de la tragédie qui allait frapper le village apparurent en octobre. Plusieurs habitants commencèrent à souffrir d'insomnie chronique, se réveillant chaque nuit à la même heure, 3 heures après minuit, avec l'impression d'entendre des voix. D'enfants chanter des berceuses. Ces voix semblaient venir de nulle part et de partout, à la fois portées par le vent qui descendait des collines. Les gens sortaient de leur maison pour chercher l'origine de ces chants, mais ne trouvaient jamais rien. Seule la maison des Turok restait silencieuse, plongée dans l'obscurité, avec ses 2 petites fenêtres qui ne laissaient jamais filtrer la moindre lumière. Pourtant, qu'est-ce toujours dans cette direction que les voix semblaient les plus fortes, comme si elles émanaient directement des murs de torchis et de bois. Erzsébet fut la première à comprendre ce qui se passait. Une nuit d'octobre, incapable de dormir à cause des chants mystérieux, elle chabila et sortit de chez elle. Au lieu de fuir les voix comme les autres villageois, elle décida de les suivre jusqu'à leur source. Elle marcha dans les rues boueuses de Sarvelji, guidée par les mélodies étranges qui semblaient l'attirer vers la maison des Turok. Arrivée devant la demeure, elle découvrit que les voix venaient effectivement de l'intérieur, mais pas de la chambre où dormait Margit. Elles montaient du sol, comme si elles venaient de sous terre. Erzsébet colla son oreille contre la terre battue devant la maison et entendit distinctement les voix des jumeaux mais déformés, multipliées comme s'ils chantaient à travers la terre, elles-mêmes. Dans son témoignage au père Kovács, rapporté dans une lettre du 3 novembre 1829, elle décrit une révélation terrifiante. Les jumeaux ne dormaient pas seulement dans des cercueils. Ils transformaient lentement le village entier en un immense cimetière. Le père Kovács décida d'organiser une veillée de prière pour bénir le village et chasser ce qu'il considérait maintenant comme une influence maléfique. Il rassembla tous les habitants capables de prier, soit une vingtaine de personnes dans l'église de bois qui servait de lieu de culte depuis 3 générations. La cérémonie commença au coucher du soleil, le 10 novembre 1829, et devait durer jusqu'à l'aube. Les prières se déroulèrent normalement pendant les premières heures. Mais vers minuit, des phénomènes étranges commencèrent à se manifester. Les bougies s'éteignaient une à une sans qu'aucun souffle ne les touche et la température dans l'église chuta brutalement. Les participants virent leur respiration former de la buée dans l'air soudain glacial, et plusieurs personnes jurèrent entendre des pas sur le toit, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait au-dessus de leur tête. Le plus troublant fut l'apparition progressive d'un sourire sur le visage de chaque participant, un sourire involontaire qu'ils ne parvenaient pas à effacer. Malgré leurs efforts, Margit n'assistait pas à cette veillée, étant restée chez elle pour surveiller ses enfants. Mais vers 3 heures du matin, elle arriva en courant à l'église, portant dans ses bras les 2 cercueils dans lesquels dormaient Peter et Paul. Elle était en larmes et criait que ses fils avaient disparu de leur lit, laissant derrière eux seulement leurs vêtements de nuit soigneusement pliés et leurs sourires gravés dans le bois des cercueils. Car en effet, quand elle souleva les couvercles pour montrer l'intérieur aux habitants assemblés, ils purent voir que les contours de 2 sourires avaient été creusés dans le fond de chaque cercueil, comme si les expressions permanentes des enfants avaient fini par marquer le bois, lui-même. Les sourires étaient parfaitement symétriques, d'une précision troublante, et semblaient suivre du regard quiconque les observait. Margit supplia l'assemblée de l'aider à retrouver ses enfants, mais le père Kovács et les villageois échangèrent des regards lourds de sous-entendus
que personne n'osait exprimer. Les recherches commencèrent à l'aube et durèrent 3 jours. Tous les recoins du village furent fouillés, ainsi que les collines environnantes, les puits, les granges abandonnées, et même les tombes du petit cimetière qui jouxtait l'église. Aucune trace des jumeaux ne fut découverte pas, même leurs vêtements de nuit qui avaient mystérieusement disparu de la maison entre-temps. Seuls restaient les cercueils avec leurs sourires gravés que Margit refusait de quitter. Elle passait ses journées assise entre les 2 lits de bois vides, parlant à ses fils absents et leur chantant les berceuses qu'ils aimaient tant. Sa santé mentale se dégrada rapidement, et elle développa l'habitude de sourire constamment, reproduisant l'expression éternelle de ses enfants perdus. Les villageois déjà troublés par toute cette affaire commencèrent à éviter complètement la maison des Turek, laissant Margit dans un isolement complet. L'hiver 1829-1830 fut marqué par une série d'événements inexpliqués qui achevèrent de convaincre les habitants de Sarvölgi qu'une malédiction pesait sur leur communauté. Chaque nuit, les chants d'enfants continuaient à résonner dans les rues, mais ils semblaient maintenant venir de partout, à la fois. Les gens les entendaient dans leurs propres maisons, montant des caves, descendant des greniers, filtrant à travers les murs. Plusieurs familles trouvèrent des sourires gravés dans leurs poutres de bois identiques à ceux découverts dans les cercueils des jumeaux. Ces marques apparaissaient spontanément généralement durant la nuit dans les endroits les plus inattendus sur les tables, les portes, les rebords de fenêtres, et même sur les outils agricoles. Le menuisier qui avait remplacé János Fehér affirma n'avoir jamais vu de telles marques et jura qu'aucune main humaine ne pouvait graver avec cette précision dans du bois dur. Les animaux du village présentaient aussi des comportements étranges. Les vaches donnaient un lait aigre. Les poules ne pondaient plus et plusieurs chevaux moururent sans raison apparente, tous avec la même expression de terreur figée dans leurs yeux morts. Plus troublant encore, on retrouva plusieurs animaux morts dans des positions impossibles comme s'ils s'étaient couchés volontairement dans des trous creusés à leur taille, reproduisant l'attitude des jumeaux dans leur cercueil. Les chiens du village se mirent à hurler chaque nuit à 3 heures précises, tous en même temps, puis se taisirent brusquement comme obéissant à un signal invisible. Ces hurlements étaient si déchirants que plusieurs habitants quittèrent définitivement Sarvölgi pendant l'hiver, abandonnant leurs maisons et leurs biens pour chercher refuge dans des villages plus éloignés. Le père Kovács, de plus en plus préoccupé par la situation, entama une correspondance avec ses supérieurs ecclésiastiques de Pécs et de Buda. Dans ces lettres, dont plusieurs copies sont conservées dans les archives diocésaines, il décrit l'évolution de ce qu'il appelle l'infection du sourire. Il explique que les habitants du village ont tous développé une tendance involontaire à sourire, même dans les moments les plus inappropriés. Les gens souriaient aux enterrements pendant les prières, en travaillant au champ et même en dormant. Ce n'était pas un sourire de joie ou de bonheur, mais quelque chose de mécanique et d'étranger, comme si leur visage avait oublié toute autre expression. Lui-même avoue dans une lettre datée du 15 janvier 1830 qu'il doit faire des efforts considérables pour ne pas sourire pendant la messe et qu'il se réveille parfois la nuit avec les joues douloureuses, d'avoir souri trop longtemps dans son sommeil. Margit Turek disparut par une nuit de février 1830. Sa maison fut retrouvée vide le lendemain matin avec seulement les 2 cercueils laissés ouverts dans la chambre principale. Les sourires gravés dans le bois semblaient plus profonds qu'auparavant et une nouvelle marque était apparue, 2 petites empreintes de mains d'enfants gravées de chaque côté des sourires, comme si Peter et Paul étaient revenus une dernière fois pour laisser leurs adieux. Certains villageois affirmèrent avoir vu Margit marcher vers les collines au milieu de la nuit, portant quelque chose dans ses bras, mais dans l'obscurité, ils ne purent déterminer quoi. D'autres jurèrent l'avoir.
entendu chanter les berceuses hongroises traditionnelles, sa voix se mêlant aux chants mystérieux qui continuaient à hanter le village. Elle ne fut jamais retrouvée malgré les recherches organisées par le père Kovács et les habitants les plus courageux. Les autorités civiles de la région finirent par s'intéresser aux événements de Szarvölgyi au printemps 1830. Un commissaire impérial, Joseph Bathory, fut envoyé pour enquêter sur les disparitions et les troubles rapportés par le père Kovács. Il arriva au village avec 2 assistants et un greffier comptant rester quelques jours pour rédiger un rapport administratif. Il repartit au bout de 24 heures, refusant de consigner officiellement ce qu'il avait observé. Dans une lettre personnelle à sa femme, découverte après sa mort en 1851, il écrit ces mots. « Il existe des endroits sur cette terre où les lois naturelles ne s'appliquent plus de la même manière. Szarvölgyi est l'un de ces endroits. J'y ai vu des choses que ma raison refuse d'accepter et j'y senti une présence qui n'appartient ni au monde des vivants, ni à celui des morts. Les habitants sourient tous, mais leurs yeux portent une terreur que je n'oublierai jamais. Je recommande l'évacuation immédiate du village et l'interdiction. D'y retourner. Aucune évacuation ne fut jamais organisée. Les autorités, préférant ignorer le rapport de Bathory qu'elles jugèrent fantaisiste, mais progressivement les habitants de Szarvölgyi partirent d'eux-mêmes, abandonnant leurs maisons et leurs terres pour s'installer ailleurs. En 1835, il ne restait plus que 7 personnes dans le village, dont le père Kovács, qui refusait d'abandonner son poste. Dans ses dernières lettres, il décrit un lieu transformé en quelque chose qui ne ressemble plus à un village habité par les vivants. Les maisons vides continuent à résonner de chants d'enfants. Les sourires gravés apparaissent spontanément sur tous les supports en bois et les quelques habitants restants ont développé des comportements de plus en plus étranges. Ils passent leur journée à sourire en silence, travaillant mécaniquement au champ, puis disparaissent un à un sans laisser de traces. Le père Kovács note dans sa dernière lettre datée du 12 octobre 1838 qu'il se réveille chaque matin avec l'espoir que les jumeaux reviendront, car il a l'étrange conviction qu'ils n'ont jamais vraiment quitté le village. Le père Kovács fut retrouvé mort dans son église, le 20 octobre 1838, assis dans son confessionnal, avec un sourire paisible aux lèvres. Son successeur, le père Andras Szabo, arriva de Pécs pour prendre possession de la paroisse, mais il repartit le jour même en découvrant l'état du village. Dans son rapport à l'évêché, il écrit que Szarvölgyi ne compte plus aucun habitant vivant, mais que les maisons semblent encore occupées par des présences invisibles. Il décrit des rires d'enfants s'échappant des cheminées éteintes des berceuses fredonnées par des voix sans corps et l'impression constante d'être observé par des yeux bienveillants mais inhumains. Il nota également que tous les objets en bois du village des poutres aux outils abandonnés portaient désormais des sourires gravés, comme si l'expression des jumeaux disparus s'était propagée dans la matière même du lieu. Les archives officielles indiquent que Szarvölgyi fut officiellement déserté en 1840, ses terres redistribuées aux communes voisines et ses bâtiments laissés à l'abandon. Mais les témoignages recueillis dans les villages environnants suggèrent que l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant des décennies, des voyageurs rapportèrent avoir entendu des chants d'enfants en passant près des ruines de l'ancien village. Des bergers affirmèrent avoir vu des lumières danser entre les maisons écroulées, et plusieurs personnes jurèrent avoir aperçu 2 enfants jouant dans les décombres, 2 petits garçons aux sourires éclatants qui disparaissaient dès qu'on s'approchait d'eux. Ces témoignages se firent de plus en plus rares, avec le temps, mais ils ne cessèrent jamais complètement se transmettant de génération en génération comme une légende locale tenace. En 1847,
un folkloriste viennois, Hermann Müller, s'intéressa à l'histoire de Szarvölgyi dans le cadre de ses recherches sur les superstitions rurales de l'Empire austro-hongrois. Il se rendit sur le site du village abandonné et y passa plusieurs nuits pour documenter les phénomènes rapportés par les habitants de la région. Dans ses notes publiées de manière posthume en 1863, il décrit une expérience qui marqua profondément ses dernières années de vie. La deuxième nuit de son séjour, il fut réveillé par le son de berceuses hongroises chantées par des voix d'enfants. En sortant de sa tente, il découvrit 2 silhouettes d'enfants assis sur les ruines de ce qui avait été la maison des Török. Les enfants le regardaient avec des sourires lumineux, et l'un d'eux lui fit signe d'approcher. Müller s'avança. Mais à chaque pas, les enfants semblaient s'éloigner, gardant toujours la même distance. Il les suivit ainsi pendant des heures, guidé par leurs chants et leurs rires, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent devant 2 fosses rectangulaires creusées dans la terre de la taille exacte de cercueils d'enfants. Les fosses étaient parfaitement taillées avec des parois lisses, comme si elles avaient été polies par des mains expertes. Au fond de chacune d'elles, Müller découvrit des sourires gravés dans la terre battue identiques à ceux décrits dans les témoignages historiques. Mais ce qui le troubla le plus fut la découverte de petits objets éparpillés autour des fosses, des jouets en bois sculptés à la main, des vêtements d'enfants parfaitement conservés malgré les années et 2 petites croix de bois portant les noms Peter et Paul. Les enfants avaient disparu, mais Müller entendit leur voix continuer à chanter dans l'obscurité comme si elles montaient directement des profondeurs de la terre. Il passa le reste de la nuit assis entre les 2 fosses, écoutant les berceuses et tentant de comprendre ce qu'elles racontaient. Selon ses notes, les chants semblaient raconter l'histoire d'enfants qui avaient choisi de dormir éternellement dans la terre, attendant que d'autres viennent les rejoindre dans leur sommeil sans fin. Au petit matin, Müller fut trouvé endormi dans l'une des fosses recroquevillées, comme un enfant, un sourire béat aux lèvres. Il fallut plusieurs hommes pour l'en extraire, car il semblait étrangement lourd, comme si la terre elle-même refusait de le laisser partir. À son réveil, il ne gardait aucun souvenir de la nuit écoulée, mais il avait développé une obsession pour les berceuses hongroises, qu'il fredonnait constamment sans s'en rendre compte. Il quitta la région le jour même et ne revint jamais. Mais ses collègues notèrent qu'il avait gardé l'habitude de sourire de manière inappropriée et qu'il parlait souvent dans son sommeil, utilisant des mots hongrois qu'il n'avait jamais appris. Dans ses derniers écrits, il évoque la certitude troublante que certains enfants ne naissent pas pour vivre parmi les humains, mais pour servir de pont entre le vieil monde et des vivants et un autre royaume dont nous ignorons l'existence. L'histoire de Szarvölgyi aurait pu sombrer dans l'oubli si elle n'avait ressurgi de manière inattendue en 1846. Cette année-là, un médecin de Budapest, le docteur Károly Semmelweis, neveu du célèbre Ignaz Semmelweis, entreprit une étude sur les traditions funéraires rurales de Hongrie. Ses recherches l'amenèrent à consulter les archives du diocèse de Pécs, où il découvrit les lettres du père Kovács intrigué par ses témoignages. Il décida de mener sa propre enquête sur les événements de Szarvölgyi, espérant y trouver des explications médicales ou psychologiques aux phénomènes rapportés. Il interrogea les derniers témoins encore vivants dans les villages environnants et recueillit des détails troublants qui n'avaient jamais été consignés officiellement. Plusieurs personnes lui décrivirent des rêves récurrents dans lesquels il voyait les jumeaux. Török grandirent sous terre souriant, toujours entourés d'autres enfants qu'il ne reconnaissait pas, mais qui semblaient tous partager la même expression. Béate. Le docteur Semmelweis découvrit également que l'histoire des jumeaux de Szarvölgyi n'était pas un cas isolé. En fouillant les archives de plusieurs paroisses de la région, il trouva des références à d'autres enfants
ayant présenté des comportements similaires au cours des siècles précédents. Un cas datant de 1743 mentionnait une petite fille de Moakch qui ne dormait que dans un cercueil et qui souriait constamment, même en pleurant. Un autre de 1789 parlait de triplés nés près de Sigedvar qui refusaient de dormir ailleurs que dans des fosses creusées dans le sol de leur chambre. Dans chaque cas, les enfants avaient disparu mystérieusement, laissant derrière eux des marques gravées et des communautés traumatisées par des phénomènes inexpliqués. Le docteur commença à soupçonner l'existence d'un phénomène récurrent, peut-être lié aux particularités géologiques ou climatiques de cette région de Hongrie qui produisait périodiquement des enfants aux comportements anormaux. Sa théorie scientifique se fondera lorsqu'il découvrit un document exceptionnel dans les archives secrètes de l'évêché de Pécs. Il s'agissait d'un manuscrit du XIVe siècle, rédigé en latin et en hongrois ancien, qui décrivait des rituels pratiqués par les populations préchrétiennes de la région. Ces rituels concernaient des enfants considérés comme des messagers des profondeurs des êtres nés avec la capacité de communiquer avec les morts et de servir de guide vers l'au-delà. Selon ce manuscrit, ces enfants étaient élevés dans des conditions particulières, dormant dans des reproductions de tombes pour maintenir leur connexion avec le monde souterrain. Ils étaient vénérés par leur communauté, mais aussi craints, car leur présence était censée faciliter le passage des âmes entre les mondes. Le manuscrit mentionnait également que ces enfants ne vieillissaient jamais vraiment, conservant une apparence enfantine, même après des décennies, et qu'ils finissaient par retourner sous terre quand leur mission était accomplie. Le docteur Semmelweis réalisa que les traditions décrites dans ce manuscrit correspondaient parfaitement aux comportements observés chez les jumeaux, Turek et les autres enfants mentionnés dans les archives. Il commença à envisager que certaines familles de la région avaient peut-être conservé des fragments de ces anciennes croyances transmises secrètement de génération en génération, malgré la christianisation. L'usage de cercueils comme berceau ne serait donc pas une aberration, mais la perpétuation inconsciente d'un rituel ancestral destiné à préserver les capacités spirituelles particulières de certains enfants. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Margit Turek avait si facilement accepté les conseils d'Erzsébet Varga et pourquoi la sage-femme semblait connaître instinctivement la marche à suivre avec des nouveau-nés aux caractéristiques si inhabituelles. Les sourires constants des jumeaux ne seraient pas un symptôme médical, mais l'expression de leur béatitude spirituelle, leur joie de communiquer avec des dimensions interdites aux humains ordinaires. Cette révélation troubla profondément le docteur Semmelweis, homme de science rationnelle qui se trouvait confronté à des phénomènes défiant toute explication logique. Il décida de retourner sur le site de Sarvölgi pour vérifier ses hypothèses, emportant avec lui des instruments de mesure et des produits chimiques pour analyser le sol et l'eau de la région. Son voyage entrepris en septembre 1857 devait durer une semaine. Il ne revint jamais à Budapest, et son corps ne fut jamais retrouvé, malgré des recherches extensives. Seuls ces instruments furent découverts près des ruines du village, soigneusement rangés autour de 2 fosses fraîchement creusées. Dans son carnet de notes abandonné sur place, la dernière entrée datée du 23 septembre 1857 se contentait de ces mots. « Ils m'ont appelé par mon nom. Je comprends maintenant pourquoi les enfants sourient. » La terre chante pour ceux qui savent l'écouter et, sous Sarvölgi, elle chante des berceuses éternelles. Les autorités classèrent la disparition du docteur Semmelweis comme un accident supposant qu'il était tombé dans une crevasse ou avait été attaqué par des animaux sauvages. Mais les habitants des villages voisins murmurèrent que le site de Sarvölgi avait réclamé une nouvelle victime
et que les rires d'enfants entendus dans la région semblaient désormais inclure une voix d'hommes fredonnant avec eux. Quelques bergers affirmèrent avoir vu 3 silhouettes danser sur les ruines lors des nuits de pleine lune. 2 enfants et un adulte, tous souriant dans l'obscurité et disparaissant dès qu'on tentait de s'approcher. Ces témoignages renforcèrent la réputation sinistre du lieu, et bientôt même les chemins passant à proximité furent évités par les voyageurs prudents. L'affaire aurait pu en rester là si elle n'avait connu un épilogue troublant en 1863. Cette année-là, une famille de colons allemands ignorantes de l'histoire du lieu s'installa sur les terres de l'ancien Sarvölgi pour y établir une ferme. Heinrich et Greta Müller, accompagnés de leurs 3 jeunes enfants, avaient acquis le terrain pour une somme dérisoire, les autorités locales étant heureuses de se débarrasser de cette propriété improductive. Ils construisirent leur maison exactement à l'emplacement de l'ancienne demeure des Török, utilisant certaines pierres des fondations originales pour économiser sur les matériaux. Les premières semaines se déroulèrent sans incident, et la famille semblait prospérer dans son nouvel environnement. Mais dès le premier hiver, des phénomènes étranges commencèrent à se manifester, rappelant de manière troublante les événements survenus 3 décennies plus tôt. Les 3 enfants. Müller développèrent des troubles du sommeil, se réveillant chaque nuit en fredonnant des mélodies qu'ils affirmaient avoir apprises de leurs amis souterrains. Ils décrivaient 2 petits garçons qui venaient jouer avec eux dans leurs rêves, leur enseignant des jeux consistant à faire semblant d'être morts et des chansons dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, mais qu'ils reproduisaient parfaitement. Heinrich et Greta, d'abord amusés par ces histoires. D'imagination enfantine devinrent inquiets lorsque leurs enfants commencèrent à présenter des changements physiques troublants. Ils souriant de plus en plus fréquemment, même dans leur sommeil et leur température corporelle, baissa progressivement, les obligeant à porter des vêtements chauds, même par temps doux. Le plus jeune Friedrich, âgé de 4 ans, refusa bientôt de dormir dans son lit et exigea qu'on lui creuse un trou dans le sol de sa chambre, affirmant que ses amis lui avaient expliqué que c'était la bonne manière de dormir. Heinrich consulta le prêtre du village le plus proche qui reconnut immédiatement les symptômes décrits et lui raconta l'histoire des jumeaux. Török, terrifié. Heinrich décida de mener sa famille loin de Sarvölgi, mais ses enfants refusèrent catégoriquement de partir. Ils pleuraient et criaient dès qu'on évoquait un déménagement, affirmant que leurs amis souterrains avaient besoin d'eux et qu'ils ne pouvaient pas les abandonner. La situation se dégrada rapidement quand les enfants commencèrent à passer leur nuit, dehors dormant à même le sol, dans des trous qu'ils creusaient avec leurs mains nues. Greta les trouvait chaque matin couchés dans ces fosses improvisées, souriants et reposés, refusant d'expliquer comment ils avaient pu creuser si profondément dans la terre gelée de l'hiver hongrois. Elle nota dans son journal retrouvé plus tard que ses enfants semblaient communiquer entre eux sans parler, échangeant des regards complices et souriant tous en même temps, comme s'ils partageaient des secrets indicibles. La disparition de la famille Müller eut lieu par une nuit de février 1864. Les voisins les plus proches, habitant à plusieurs kilomètres, remarquèrent que la cheminée de leur maison ne fumait plus depuis plusieurs jours. Une expédition de recherche découvrit la ferme déserte avec des signes d'abandon précipité, mais aucune trace de violence. Les lits étaient défaits. La nourriture encore fraîche dans le garde-manger et les affaires personnelles laissées en ordre comme si la famille était simplement sortie pour une promenade et avait oublié de revenir. Mais dans la cour de la ferme, les sauveteurs trouvèrent 5 fosses rectangulaires parfaitement creusées de taille correspondant exactement aux membres de la famille Müller. Au fond de chaque fosse, des sourires avaient été gravés dans la terre et des vêtements soigneusement pliés étaient disposés comme des offrandes. Le plus troublant fut la découverte dans la fosse la plus petite d'On. Petit jouet en bois sculpté, représentant 2 enfants souriants se tenant par la main.
Les autorités menèrent une enquête approfondie mais ne trouvèrent aucune explication rationnelle à cette disparition collective. Aucune trace de pas ne menait loin de la ferme, aucun véhicule n'avait été vu dans la région et les recherches dans un rayon de plusieurs kilomètres ne révélèrent rien. Les investigateurs notèrent cependant que tous les objets en bois de la ferme portaient des sourires gravés identiques à ceux découverts dans les fosses. Ces marques étaient apparues durant la nuit de la disparition, car les voisins juraient qu'elles n'existaient pas lors de leurs dernières visites. L'affaire fut classée sans suite, et la ferme abandonnée rejoignit les ruines de l'ancien village dans l'oubli officiel. Mais les bergers et les chasseurs de la région rapportèrent pendant des années avoir entendu des voix de familles entières chanter ensemble dans l'ancien Sarvelguy des adultes et des enfants, mêlés dans des harmonies impossibles qui montaient de sous terre, comme des prières inversées. Les derniers témoignages directs concernant Sarvelguy datent des années 1865, quand les transformations de l'Empire austro-hongrois amenèrent de nouveaux propriétaires à s'intéresser aux terres abandonnées de la région. Un consortium viennois acheta plusieurs parcelles, incluant le site de l'ancien village, avec l'intention d'établir une exploitation forestière. Les ouvriers envoyés pour défricher le terrain rapportèrent des découvertes troublantes sous la végétation qui avait envahi les ruines. Ils trouvèrent des dizaines de fosses rectangulaires de taille variée, toutes parfaitement creusées et contenant des objets personnels soigneusement arrangés. Ces fosses semblaient avoir été utilisées récemment car la terre était meuble, et les objets en bon état de conservation. Les ouvriers découvrirent également que tous les arbres de la région présentaient des sourires gravés dans leur écorce, des marques si nombreuses qu'elles formaient parfois des visages entiers, souriant sur les troncs les plus larges. Le contremaître du chantier, un homme pragmatique nommé Anton Weiss, décida d'ignorer ces découvertes et de poursuivre les travaux de défrichement. Mais ces hommes commencèrent rapidement à présenter des comportements étranges. Ils travaillaient en souriant constamment, même lors des tâches les plus pénibles, et plusieurs furent trouvés endormis dans les fosses découvertes, affirmant qu'ils s'y reposaient mieux que dans leur baraquement. Le phénomène s'aggrava quand certains ouvriers commencèrent à creuser de nouvelles fosses pendant leurs heures de repos, expliquant qu'ils entendaient des voix d'enfants leur demander de préparer des lits pour les nouveaux amis. Weiss tenta de maintenir la discipline, mais il fut bientôt contraint d'admettre que ces hommes échappaient à son contrôle. Dans son rapport final au consortium viennois, il écrit que le site de Sarvelguy exerce une influence inexplicable sur quiconque y séjourne trop longtemps, transformant progressivement les visiteurs en quelque chose qui n'appartient plus tout à fait au monde des vivants. L'exploitation forestière fut abandonnée en 1875 après que la moitié des ouvriers eut disparu dans des circonstances similaires à celles des familles précédentes. Le consortium viennois revendit le terrain à perte et fit effacer toute mention de Sarvelguy de ses registres commerciaux. Les cartes officielles de la région furent modifiées pour ne plus indiquer l'emplacement de l'ancien village, et les autorités découragèrent activement toute nouvelle tentative de colonisation de la zone. Progressivement même, le nom de Sarvelguy disparut de la mémoire collective, remplacé dans les conversations par des euphémismes comme l'endroit où il ne faut pas aller ou la vallée qui sourit. Les générations suivantes grandirent en évitant instinctivement cette partie des collines de Baranya, sans toujours savoir pourquoi leurs parents leur avaient interdit de s'y aventurer. Pourtant, l'histoire de Sarvelguy ne s'arrêta pas avec sa disparition des cartes. Au contraire, elle sembla se propager de manière souterraine, infectant d'autres régions de manière sporadique et imprévisible. Des cas similaires à celui des jumeaux Török furent rapportés dans diverses parties de l'Empire austro-hongrois au cours des décennies suivantes.
En 1881, près de Brassov, en Transylvanie, des triplés nés dans une famille de paysans roumains développèrent la même obsession pour les cercueils et les sourires constants. En 1895, dans un village slovaque des Carpates, une petite fille refusa de dormir ailleurs que dans une fosse qu'elle avait creusée dans le jardin familial, fredonnant des berceuses, dans une langue que personne ne reconnaissait. Chaque fois, les événements suivaient un schéma similaire des enfants aux comportements anormaux des communautés progressivement contaminées par des phénomènes inexpliqués et finalement des disparitions collectives, laissant derrière elles des fosses vides et des sourires gravés, dans le bois et la pierre. Les folkloristes et les anthropologues qui s'intéressèrent à ces cas remarquèrent qu'ils semblaient tous liés à des régions où d'anciennes populations pré-chrétiennes avaient maintenu des traditions funéraires particulières. Ces peuples, selon les fragments de manuscrits conservés dans diverses archives monastiques, croyaient en l'existence d'enfants messagers, capables de communiquer avec les morts et de guider les âmes vers l'au-delà. Ces enfants étaient considérés comme des êtres sacrés, mais aussi dangereux, car leur présence facilitait les passages entre les mondes et pouvait ouvrir des brèches permanentes dans l'ordre naturel des choses. Les rituels destinés à les éduquer impliquaient un contact constant avec les symboles de la mort, incluant l'usage de cercueils comme berceau et l'apprentissage de chants funéraires dès le plus jeune âge. Selon ces traditions, les enfants messagers ne vieillissaient jamais vraiment, conservant une apparence enfantine, tout en accumulant une sagesse ancienne, et ils finissaient par retourner sous terre quand leur mission était accomplie, emmenant parfois avec eux ceux qui s'étaient attachés à eux. Ces découvertes académiques furent accueillies avec scepticisme par la communauté scientifique de l'époque, qui préférait attribuer les phénomènes rapportés à l'hystérie collective ou aux superstitions rurales. Mais les témoignages continuaient à s'accumuler, créant un corpus de preuves difficile à ignorer complètement. En 1889, l'Académie des sciences de Vienne organisa une expédition officielle pour étudier le site de l'ancien Szarvölgyi et tenter d'apporter des explications rationnelles aux légendes qui l'entouraient. L'expédition, dirigée par le professeur Wilhelm Hartmann, spécialiste en géologie et en folklore, comprenait 6 chercheurs et devait durer 1 mois. Elle se termina au bout de 3 jours, quand tous les participants furent retrouvés endormis dans des fosses qu'ils avaient creusées de leurs propres mains.